Dans cette salle, une personne sur 10 a reçu un jour un coup de fil. Ces coups de fil qu'on reçoit un peu tôt le matin ou un peu tard le soir et qui nous font basculer au-delà de nos certitudes. La certitude, une seconde avant le coup de fil, c'est que la vie va bien, c'est que le monde des drames, des accidents, du handicap, c'est pour les autres, ceux qui n'ont pas de peau. Et une seconde après, eh bien, on bascule pour découvrir que c'est aussi pour soi. Dans notre société, que les philosophes appellent postmoderne, celle où on résume le sens de la vie à l'efficacité, la performance, le savoir, l'avoir, le vouloir, le pouvoir, le paraître aussi avec les réseaux sociaux, le défi est majeur. Le défi est majeur parce que les personnes qui vivent ces accidents, 40 000 personnes chaque année en France, pour 15 000 d'entre elles, c'est des gens qui ont un accident de voiture. C'est les 15-25 ans, c'est plus vite sur les routes, plus vite dans les sports de l'extrême aussi, comme si la vie était une grande course. Et puis pour les 40 ans et plus, c'est les accidents vasculaires cérébraux, c'est les conséquences de la vie moderne avec le stress, la sédentarité, la malbouffe. Et les conséquences sont les mêmes, c'est que le cerveau, qui est le poste de commandement, eh bien, ne suit pas par ce choc, par cet accident vasculaire. Il y a ce qu'on appelle des lésions cérébrales. Et ces lésions cérébrales ont une triple peine. Les personnes se réveillent après plusieurs semaines ou plusieurs mois de coma, 40 000, ça fait beaucoup de monde, et se réveillent avec du handicap physique. Beaucoup sont en fauteuil, certains marchent en titubant. L'autre jour, Fabien me disait dans la rue, chaque jour, 2 fois, 3 fois, on me demande si j'ai trop bu. Handicap cognitif. Le handicap cognitif, c'est quoi ? Eh bien, c'est des dysfonctionnements sur la parole, sur la mémoire. Dans nos maisons Simon de Sirène, beaucoup de personnes se rappellent très bien de qui ils étaient avant l'accident. Ils ont du mal à se rappeler de ce qu'ils ont fait il y a 2 heures. Ils ont du mal à parler. Dans une société de la parole, c'est compliqué. Et puis, peut-être le plus compliqué, c'est le handicap psychique. La psyché, c'est l'âme. Qui suis-je ? Qui est l'autre ? Qui est notre société ? Quel est le sens de ma vie ? Et puis peut-être derrière ça, une question fondamentale qui vient tous nous interpeller, c'est la question du qui est l'être humain. Vous savez, c'est étonnant parce qu'on dit qu'il y a eu 130 milliards d'êtres humains sur Terre. Les 120 milliards précédents, ils avaient une réalité qui était éminemment locale, pour l'essentiel d'entre eux. La réalité de son village, qu'on dépassait à 10 km, c'était déjà une aventure. Aujourd'hui, on est dans un village-monde où on est relié par le truchement des réseaux sociaux, de l'information. On est relié à l'autre, aux 7 milliards d'autres, le temps d'un clic. Et là, se pose une question fondamentale, c'est la question du qui est l'être humain. Voyez-vous ? Et cette question du qui est l'être humain, elle vient mettre notre société en tension, elle vient nous esseler. L'autre est tellement différent, l'autre est tellement proche et tellement différent. Est-ce qu'il n'est pas un risque pour moi ? Est-ce qu'il n'est pas un danger ? Et on voit, je fais partie de la génération qui a vu, jeune adulte, le mur de Berlin s'écrouler. Rappelez-vous, à la fin, à l'époque, on disait fin de l'histoire. Et aujourd'hui, je disais récemment, on n'a jamais construit autant de murs qu'aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on construit des murs ? Parce que le grand défi civilisationnel auquel nous sommes tous confrontés, nous, mais surtout nos enfants, c'est la question de qui est l'homme, qui est l'autre, qui suis-je ? Et tant qu'on ne répond pas à cette question, eh bien, il y a une menace majeure, c'est la menace de ma propre peur. La peur de ne pas être capable d'affronter l'autre, parce que si je ne sais pas qui il est, si je ne sais pas qui je suis, alors il y a danger. Alors on est tenté de construire des murs. On les voit se construire géopolitiquement, mais peut-être aussi des murs à l'intérieur de soi-même, comme se protéger, se prémunir. Et là, la personne qui se réveille après ces longs mois de coma, je vous disais 40 000 personnes, c'est un chiffre assez récent, c'est dû
à l'implantation des SAMU dans les années 80. Cette implantation des SAMU, elle est fascinante. Arrêtons-nous 2 secondes. Elle est fascinante pourquoi? Elle est fascinante parce que, en implantant les SAMU, notre société fait le choix politique, scientifique, humain, économique, de dire ta vie vaut la peine d'être vécue, même lorsque tu es gravement accidenté. Ça vaut tellement la peine d'être vécu que je vais mettre quotidiennement des milliers de personnes en veille, ça coûte des milliards chaque année à notre pays, à nos impôts. Je vais mettre quotidiennement des milliers de personnes en veille pour que si je reçois un coup de fil pour dire que tu as un accident vasculaire cérébral, tu as un trauma crânien, dans les 10 minutes, un camion de pompiers, voire un hélicoptère, va arriver, te garder en vie et t'amener au SAMU. S'ensuit des semaines ou des mois de coma. Les SAMU sont implantés dans les années 80, ça veut dire 40 000 personnes par 30 ans, 1 200 000 personnes, plus l'entourage immédiat, 6 millions de personnes, 10% des Français, 1 personne sur 10 dans cette salle. Et la question est latente. La question est latente. Pourquoi est-ce qu'on garde en vie? On est en droit de se la poser. La première personne qui se la pose, c'est celle qui se réveille avec son handicap. Et qui a été jusqu'à 17 ans ou jusqu'à 48 ans, Olivier, 48 ans, docteur en physique nucléaire, patron d'une filiale d'un grand groupe industriel, papa de 2 enfants, accident vasculaire cérébral, explosion de la cellule familiale, solitude, perte de mémoire, déshérence sociale. Le filet est bien fragile. Et il nous renvoie à tous ces défis auxquels nous sommes confrontés, comme s'il nous rappelait que dans une société qui nous dit que le sens de notre vie réussie, ça sera la performance et la rentabilité, le savoir et l'avoir, eh bien, Olivier et les autres viennent nous rappeler que, on le sait avec nos enfants, les 25 premières années de notre vie sont fragiles. On le sait avec nos aînés, les 15-20 dernières années de notre vie sont fragiles. Ça fait déjà 40-50 ans de fragilité, et les 30 ans au milieu, une rupture affective sur 2, 7 millions de personnes handicapées, 10 millions de mal logés, 8 millions de chômeurs ou d'emplois précaires. Est-ce qu'il n'est pas temps que la société se réconcilie avec la fragilité? Et alors, lorsqu'on est comme ça, emmené avec ce coup de fil, que nos certitudes explosent, eh bien, on entend à son réveil la personne handicapée nous dire « Mais pourquoi ?» En 2 mots. Pourquoi est-ce que tu m'as gardé en vie? Pourquoi est-ce que la société fait le choix de me garder en vie? Pour quel sens? Pour quelle raison est-ce qu'on me garde en vie? Si tu me gardes en vie, c'est ce que j'entends dans les groupes de parole, j'en avais encore un tout à l'heure, si tu me gardes en vie pour que je sois un objet de prise en charge et qu'on me mette en marge de la société, il faut mieux me débrancher. Ce qu'on peut entendre dans la bouche des personnes âgées aussi. Et là, eh bien, il y a comme une bascule prophétique. Vous savez qui est le prophète dans notre société bruyante? Le prophète, c'est celui qui est capable de crier à la société là où la dignité humaine est bafouée. Et cette parole prophétique, c'est celle de la personne la plus fragile, qui se réveille et qui nous dit « Pourquoi ?» Et sa deuxième demande, c'est une demande d'une puissance incroyable, c'est une révolution planétaire, c'est lorsqu'elle nous dit « J'ai besoin de toi ». Et tout d'un coup, dans cette personne fragile qui me dit « J'ai besoin de toi », elle vient me révéler que moi qui ai peur, moi qui construis des murs, moi qui ai peur de ne plus être éligible dans une société de performance, un jour d'être mise en marge parce que je vais moins vite, cette personne-là me dit « N'aie pas peur, moi je vais moins vite. J'ai besoin de toi, j'ai confiance en toi, tu es capable de moi, je suis capable de toi. » Et là, on vient découvrir une fantastique promesse, c'est que cette valeur citoyenne de la fraternité qui nous est si chère en France, c'est une valeur qui, lorsqu'on est dans une société qui met un totalitarisme sur la performance, une valeur qui nous emmène vers le fratricide. Si on n'est que dans la performance, tu es un danger pour moi, l'autre est un danger pour moi. Dans une société qui a été éduquée où, depuis le carnet de notes de l'enfance, on nous dit qu'il faut être premier de classe, ce risque fratricide est majeur. Lorsqu'on écoute la parole de cette personne fragile, le handicap pour Simon de Cyrène, les personnes âgées pour d'autres, etc., qui nous dit « j'ai besoin de toi », eh bien, elle vient me donner l'audace de la relation, l'audace de l'altérité. L'altérité, c'est l'autre, le goût de l'autre, être capable de l'autre. Entendre l'autre me dire « ensemble, on peut aller plus loin ». Et c'est ce qui a fait germiner ce projet des maisons partagées Simon de Cyrène, maisons partagées qui ont été médiatisées parce que notre président d'honneur, Philippe Pozzo di Borgo, le film Intouchable, a fait rêver la France. Pourquoi est-ce qu'on a rêvé avec ce film?
Mais on a rêvé parce qu'il s'y passe ce qui se passe dans nos maisons partagées. Des hommes et des femmes valides, handicapés, avec des handicaps sociaux, physiques ou autres, qui, lorsqu'ils n'ont plus peur de l'autre, plus peur de la fragilité, plus peur de la différence, découvrent que conjuguer nos différences, c'est faire jaillir la vie, c'est faire jaillir l'audace, c'est faire jaillir la joie, c'est faire jaillir le goût de vivre. Et finalement, est-ce que ce goût de l'autre, c'est pas dans nos vies pressées, ce qui reste dans le tamis à la fin de la journée, et peut-être à la fin de nos vies, ce qui reste, est-ce que c'est pas c'est tous ces moments où on a osé cette relation de confiance à l'autre? Est-ce que c'est pas ce qui a du goût et ce qui nous fait du bien? Alors, on a réuni un certain nombre de personnes handicapées et valides, des gens qui sont devenus amis parce qu'ils étaient à l'hôpital après ces accidents. Et puis, je les ai écoutés, on les a écoutés nous dire, mais vous savez, moi, depuis que je suis handicapé, ma plus grande souffrance, c'est pas le handicap. Ma plus grande souffrance, c'est la solitude. Dans une société qui va vite, la solitude, c'est le grand défi de chacun de nous lorsqu'on devient un peu plus fragile, un peu plus lent que les autres. On est tous en situation de risque. C'est la bonne nouvelle. On est tous concernés. On va tous un jour être capables de dire à l'autre, j'ai besoin de toi. Fantastique. Ce souffle-là. Vous savez, c'est pas si vieux. Dans les années 30, quelqu'un disait, il y a des races supérieures et des races inférieures. Qui disait ça? On a envie de dire Hitler. Pas du tout, c'est un des plus grands humanistes, Winston Churchill. Vous vous rendez compte l'incroyable évolution de la conscience de l'être humain? Qu'est-ce qu'il a fallu se passer pour ça? Il a fallu que 10 ans plus tard, cette conscience-là arrive à permettre les camps de la mort, Hiroshima, l'autre différent mérite d'être exterminé. Et à ce moment-là, sursaut de conscience de l'humanité, en 1948, choix universel de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'égale dignité des êtres humains. 30 ans plus tard, un homme a eu un écho prophétique dans son premier écrit, le pape Jean-Paul II, lorsqu'il a dit « Partout où la dignité humaine est bafouée, nous devons nous sentir concernés ». Quel fantastique appel pour la mondialisation, hein, d'être concerné partout où la dignité humaine est bafouée. Et 30 ans plus tard, l'homme le plus puissant du monde est noir. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, parce qu'on voit combien les risques des replis identitaires, combien est-ce que le risque de remettre des murs revient vite. Est-ce qu'il n'appartient pas à chacun de nous d'entendre la parole de celui qui nous dit « j'ai besoin de toi ». Et nos groupes Simon de Sirène naissent de ces petits groupes d'amitié où on découvre tout simplement que ça nous fait du bien. On entend l'autre dire « ma souffrance, c'est la solitude plus le handicap » et où on a envie ensemble de se retrouver pour tout simplement animer dans les villes des temps informels, des temps d'amitié, des tables d'hôtes. On ne sait pas qui est qui, ça n'a plus aucune importance. On se laisse appeler « j'ai besoin de toi », ça me fait du bien, ça a du goût. Et on revit une petite scène d'Intouchables. Samedi après samedi, journée après journée. Aujourd'hui, on a 12 associations en France, près de 2000 personnes qui goûtent comme c'est bon de se laisser appeler par son prénom pour savoir combien notre vie a du sens lorsqu'on s'ouvre à l'altérité. Et de ça, eh bien, on a un jour osé ensemble rêver, quitter l'institution médico-sociale qui est tellement nécessaire, mais que l'on a envie de quitter parce qu'on n'est pas chez soi. Et aujourd'hui, tous les professionnels accompagnent ce mouvement-là. Et lorsqu'on arrive à domicile, eh bien là, les personnes nous disent « je crève de solitude ». Manu me disait chez elle « c'est grand, c'est beau, mais moi seule », et elle a fondu en larmes. Et là, eh bien, en fait, on crée ces maisons, c'est du logement social, et on fait cohabiter des personnes handicapées et des personnes valides, chacun à son studio, un peu comme une espèce de grande maison d'hôtes, il y a un couple d'hôtes, et puis il y a un grand salon salle à manger, cuisine, et dans ces lieux-là, cohabitent des personnes handicapées, des jeunes en volontariat service civique. L'autre jour, Geoffrey me disait, ça faisait des années que je me cherchais, un jeune de 19 ans, ici je me suis trouvé. Et lui répondait Yves Cédric dans son fauteuil roulant qui disait, ici je suis un vivant. Extraordinaire de pouvoir faire jaillir ces lieux de société où chacun de nous, handicapé, fragile, âgé, on va pouvoir dire je suis un vivant. Et ce projet a été valorisé parce qu'il a été lauréat du prix La France s'engage de l'Élysée, ce qui nous a valu la première visite du Premier ministre dans une de nos maisons au mois de mai, qui est venu passer 2 heures en disant « il faut des maisons partout comme ça en France, même à Lorient ». Et lorsque Fabien a été invité à l'Élysée, on y a été ensemble pour recevoir ce prix, il y avait les 10 ministres, il y avait les 500 personnes, c'était encore plus impressionnant qu'aujourd'hui, et il a eu cette parole extraordinaire. Il a regardé tout le monde, il a dit « je vais vous dire une réponse à une question que vous n'osez pas me poser ».
vous n'osez pas me demander quel est mon handicap. Eh bien, mon handicap, c'est que je suis lent. Mais, vous savez, la lenteur, c'est pas toujours un handicap. Lorsque je me promène, je marche lentement, mais lorsque je suis avec un ami, la promenade dure plus longtemps. Et lorsqu'on mange dans nos maisons partagées Simon de Cyrène avec nos amis, je mange lentement, mais la fête dure plus longtemps. Et lorsque je parle lentement, mais vous m'écoutez mieux. Alors, Fabien, merci à toi pour ta parole prophétique, et j'ai envie de m'en faire écho, et j'ai envie de nous inviter à réfléchir chacun pour nous dire finalement comment est-ce que chacun, plutôt que de dénoncer une société qui va trop vite, qui est inhumaine, comment est-ce que chacun, dans ses talents, dans ses compétences, là où la vie l'appelle, comment chacun de nous, on peut devenir acteur d'une société plus fraternelle.